Bonjour et bienvenue sur ce point marché consacré aux vagues d'Elliott et aux fourchettes d'Andrews et canaux de régression. Nicolas Lavallée au micro pour DailyFX France. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Canou 974 qui nous dit donc bonsoir de la Réunion. C'est sûr qu'avec le décalage horaire. Alors, je fais le petit panneau d'avertissement donc de rigueur, le temps que vous me confirmiez que vous entendez bien le son. J'espère que je vous ai manqué depuis 2 semaines. La semaine dernière, j'ai été chercher le soleil. Bon, j'ai quand même publié chaque jour des articles sur DailyFX France. Bon, c'était des articles en vue hebdomadaire, puisque j'ai dû donc anticiper mon travail. Et donc, au retour de vacances, eh bien, j'ai pu voir que la plupart des analyses que je vous avais fournies donc, semaine en 8 se sont révélées assez exactes, avec un dollar qui s'est apprécié. On avait vu que l'euro était sous résistance, la livre également. Et on a eu un rebond. Bon, on a pu voir ensuite que ce rebond a buté sur un canal de régression baissier. On va voir ce que ça a donné. Et puis, peut-être que des nouvelles opportunités vont surgir. Donc, on va voir ça, tout ça ensemble. Mais avant tout, donc, petit panneau d'avertissement. Comme vous le savez, la négociation sur marge sur le marché des devises ou via les produits CFD comporte un risque élevé, d'autant plus que l'actualité n'est pas sans risque en ce moment avec le Brexit ou Remain. Donc, je vous rappelle que le référendum est prévu donc sur la journée de demain. Ça peut secouer les marchés, notamment les marchés liés à la livre, mais le dollar va être donc impacté. Et que dans ces moments, on va dire, un peu délicats, il convient d'être très largement prudent, puisque on peut avoir donc des gaps, on peut avoir des mouvements assez volatiles, même particulièrement volatiles. Et donc le conseil de rigueur est de vous donc inciter à vous retirer tranquillement de vos positions court terme, simplement parce que dans des moments de forte volatilité, il y a malheureusement peu de chances que vos stops soient respectés si le marché va dans la direction contraire à celle de vos trades, simplement par manque de liquidité. Donc là, c'est juste quelque chose de mécanique. S'il n'y a personne en face pour acheter et que vous étiez vendeur, eh bien votre stop ne sera pas actionné. D'accord? C'est une logique forte des marchés. Il faut une contrepartie pour que votre stop soit exécuté. Si ce n'est pas le cas, eh bien votre stop sera exécuté beaucoup plus bas. Et donc un risque important de voir finalement de vous voir perdre plus que vous aviez envisagé au départ. Alors évidemment, si le marché va dans votre sens, c'est très bien, mais ce sont en général des situations un peu casino. En plus, on peut avoir des mouvements de va-et-vient haut et bas assez forts, simplement parce qu'il n'y a plus de liquidité, donc il est plus facile pour les algorithmes de faire bouger le marché, de nettoyer le marché. Donc pas de position court terme, pas de position intraday. Euh, on tient éventuellement les positions moyen terme, mais bon, voilà, la prudence est de mise. On ne sait pas ce que va donner ce référendum. On n'est pas là pour jouer à pile ou face. Donc retirez-vous tranquillement du marché. N'oubliez pas une chose, c'est que les opportunités sont légion et que de nouvelles opportunités ne manqueront pas de survenir après cet événement. D'accord? Donc c'est pas grave si vous n'êtes plus sur le marché pendant ces quelques jours, ces 2 jours là un peu sensibles qui vont venir, vous aurez certainement d'autres opportunités et c'est même certain à venir. Voilà. Donc, est-ce que on peut avoir des donc question de Canou, est-ce qu'on peut avoir donc des problèmes sur l'euro USD évidemment puisque la livre aujourd'hui, la Grande-Bretagne fait partie de la zone euro, donc fait partie du marché européen. Donc si la livre, si la Grande-Bretagne décide, le Royaume-Uni décide de se retirer, évidemment que ça va impacter l'euro, ça va impacter le dollar, et donc il y aura des secousses sur cette paire majeure également. C'est vrai également pour les indices européens. En fait, tout ce qui touche de près à l'Europe va être impacté par cet événement majeur qui est ce référendum sur le Royaume-Uni. Voilà. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne. N'oubliez pas également, point important, que FXM va modifier donc le niveau des marges requis.
Alors ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser le même effet de levier, vous pourrez utiliser des leviers beaucoup plus faibles. Et c'est une bonne chose. Euh, c'est une bonne chose puisque ça va dans le sens de la protection de votre capital. Encore une fois, hein, si votre stop n'est pas percuté à l'endroit où vous l'aviez positionné, le fait que les marges soient le niveau de marge soit plus important, eh bien, ça va vous éviter de perdre trop en capital si vous étiez évidemment percuté par l'événement. Donc, c'est une action protectrice de la part de FXCM vers ses clients. D'accord? C'est restrictif, mais c'est quelque chose de très sain. Et donc, j'en remercie évidemment le broker. D'accord? Qui tient quand même à préserver vos capitales. N'oubliez pas que FXCM fonctionne en dealing desk, donc ils font pas d'argent si vous en perdez, ils font de l'argent, FXCM fait de l'argent, à chaque fois que vous faites des transactions, plus vous allez être un trader consistant sur le long terme, plus ce sera profitable pour FXM. Donc c'est une relation gagnant-gagnant, et donc cette augmentation des marges est quelque chose de tout à fait sain et protecteur par rapport donc aux traders, par rapport aux clients de FXM, et donc je ne peux que cautionner ce genre d'action avant des événements forts qui peuvent donc réduire nettement la liquidité sur le marché. Voilà. Bonjour donc AM34. Bonjour de Montpellier où le soleil ne se couche jamais, même le soir. Eh bien, dis donc. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir des trous de cotation sur la monnaie, sur l'euro USD? Alors, c'est vrai que l'euro USD est la monnaie hein, la plus tradée. Donc, ce ne sont pas les liquidités qui manquent. Néanmoins, il peut y avoir un manque de liquidité également sur l'euro USD. Et quand c'est comme ça, eh bien, les grosses mains sont servies un peu avant tout le monde. Et donc nous, en tant que trader particulier, on n'est pas du tout certain d'être servi sur notre stop. Bien au contraire, même si la monnaie est très tradée, il va y avoir des problèmes aussi, il peut y avoir des problèmes donc de gap sur cette monnaie. Donc bref, on joue pas dans entre guillemets la cour des grands dans un événement de ce genre-là. Rappelez-vous hein, ce qui a pu se passer avec l'euro face au franc suisse, d'accord, qui est par exemple, si on prenait donc l'USD CHF, hein, qui est une monnaie majeure, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé. On a eu un trop de cotation énorme, la monnaie a perdu, donc l'euro a perdu 20% hein, face au franc suisse, pas loin, en l'espace de quelques minutes sans que personne ne puisse rien faire, et ça a provoqué donc des situations extrêmement dramatiques. Donc bon bah là je pense pas qu'on sera dans un scénario de signe noir hein, comme on a pu le vivre avec la monnaie suisse, mais avec des effets relativement semblables, à toute proportion gardée évidemment, qui donc auraient raison de vos stops respectifs s'ils sont évidemment trop serrés. Voilà. Donc pas de position intraday, pas de position H4, tout ça on ne traite pas. On regarde, prenez au contraire le temps et profitez de ces événements pour prendre du recul sur vos graphes et analyser. Voilà. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. En général, quand on a un événement majeur comme celui-là, c'est le moment de se poser tranquillement. Ne pas trader, c'est également trader, puisque ça veut dire que vous n'êtes pas forcément inactif, au contraire, vous allez regarder vos graphes et regarder éventuellement des zones d'intervention qui, si le marché par exemple vient les servir suite à cet événement, pourraient faire l'objet donc d'une intervention contrarienne. Voyez, ça c'est le genre c'est le genre d'analyse qui est très intéressante à procéder en amont d'événements majeurs comme celui-là, ce qui fait que même si vous êtes hors du marché pendant que l'événement a lieu, une fois que on va dire la tempête est passée, eh bien vous êtes prêt pour la suite. D'accord? Et ça, ça fait partie de votre trading, c'est-à-dire toute cette analyse préparatoire, oui, en amont donc d'événements donc systémiques comme celui-là. Voilà, donc ça c'était quelque chose de vraiment important, deux messages clés, on se retire du marché avant un événement comme celui-là, n'oubliez pas que les marges de FXM, le niveau des marges va être augmenté, ça va dans le sens de votre protection, et donc tenez compte de tout ça pour éventuellement clôturer donc avant ce soir vos positions latentes,
tout au moins celles qui ont des stops évidemment trop serrés relativement à un événement de cette taille, de cette envergure. D'accord? Message extrêmement important que nous, analystes chez DailyFX, on vous transmet tous. D'accord? Encore une fois, notre job, c'est de vous informer sur le marché, à la fois en termes d'analyse technique, analyse fondamentale, mais également aussi de vous informer sur les risques que vous pouvez t'amener à prendre, et donc euh, dans le sens donc un avertissement dans le sens de la préservation de votre capital, qui est vraiment notre objectif numéro un. D'accord? Faire en sorte que vous ne perdiez pas d'argent sur les marchés financiers, ou au moins que vous soyez prévenu de ce que vous pouvez encourir en premier lieu. Ensuite viennent les opportunités, mais en amont d'un événement comme celui-là, personnellement, je préfère dire qu'il n'y a pas d'opportunités qui tiennent la route. Voilà. Alors, on va parler, je reviens maintenant sur le point marché, on va parler du dollar, de l'indice US dollar index, en journalier en H4, on va parler du gaz, donc des matières premières, on va voir le gold, on va parler de l'UK Oil, on va regarder après les indices, le SP, le DAX, et puis on va parler du GBP, de l'AUD, de l'euro, et éventuellement de l'USD4 si j'ai un petit peu de temps. Alors, on va switcher donc de suite sur le dollar index. Donc, c'est l'objet de mon article aujourd'hui chez DailyFX. Donc, je vais vous en parler écoutez, un peu en avant-première lors de ce webinaire. Alors, si on regarde cet US dollar index, alors vous vous souvenez, hein, je vous avais indiqué, hein, suite à la constitution de ce biseau, euh, qu'on allait certainement avoir une action de retracement forte sur le dollar, donc à l'approche des 12 000. C'est ce qui s'est passé. Sur les 11 800, je vous avais dit qu'on était sur support, et que une appréciation donc serait logique sur cet indice. On avait vu, c'était l'objet de mon webinaire, hein, d'il y a 15 jours, que l'euro était sous résistance, la livre était sous résistance, donc on avait la plupart des majeurs qui étaient sous résistance et un dollar qui était sur support. Et donc je vous avais indiqué que si un range se formait sur cette zone-là en H4, ça pouvait donner lieu à donc une opportunité de trade. Donc c'est ce qui s'est passé, l'euro s'est déprécié, la livre s'est dépréciée, donc le dollar lui s'est apprécié, donc très bien. Et puis qu'est-ce qui s'est passé pendant ma semaine de vacances? Eh bien le dollar a trouvé donc résistance sur les 11 900, alors on va voir pourquoi, et puis donc a formé un nouveau bas. Donc pour moi, ça ne contredit pas ce que j'ai pu décompter sur cette vague haussière, qui est une vague pour moi qui s'est réalisée en 5 temps, c'est une diagonale d'initialisation, et nous avons un retracement en 3 temps. D'accord? Et qui dit retracement en 3 temps, suite à une impulsion en 5 temps, eh bien, évoque potentiellement une opportunité d'achat. D'accord? Alors je ne vous dis pas qu'il faut acheter maintenant, vous savez pourquoi. On ne fait rien du tout tant que nos amis britanniques ne se sont pas prononcés. On verra bien ce qui va en sortir. Mais je vous parle là d'analyse technique, et pour le moment et pour ce qui va suivre, je fais donc abstraction de cet événement majeur qui va arriver donc ces 2 prochains jours. Ok, mais en termes d'analyse technique, je considère que donc l'US dollar est de nouveau sur une zone de support. On a eu ici une forme de V-bottom, on revient tester la partie basse en formant donc une vague en 3 temps. C'est potentiellement donc une opportunité d'achat s'il n'y avait pas ce référendum à venir. On peut regarder donc ce canal de régression potentiel. Nous avons eu 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Nous revenons tester le bas donc, du canal. On est de nouveau en retour du bas de range. Et donc ici, s'il n'y avait pas, encore une fois, je le répéterai plusieurs fois, et pardonnez-moi, mais c'est tellement important que je préfère vous bassiner entre guillemets avec ça. Mais s'il n'y avait pas ce référendum, évidemment, ici on pourrait avoir une opportunité d'achat avec un stop sous les derniers bas. Ok, on va attendre tranquillement. Euh, on est en journalier, on n'est pas à 2-3 bougies près, d'accord. On aura le temps de se positionner si cette analyse se confirme et qu'on voit un début d'impulsion haussière. D'accord, parce qu'encore une fois, ici, l'enjeu, il est sympa, il est d'aller rechercher donc le haut du range, c'est-à-dire les 12 170, et puis, par extension, un retour des prix vers la ligne médiane par action, réaction, principe clé des marchés que je pousse et que je cautionne dans chacun de mes webinaires et dans mes articles donc sur DailyFX France.
Alors, on va aller voir ce qui se passe en unité H4. Eh bien, en unité H4, on peut voir donc notre zone des 11 800 qui a fait l'objet d'un rebond. On n'a pas eu de range, vraiment. Donc, c'était difficile quand même de prendre position. Le marché est venu rechercher le haut de ce canal de régression baissier que je vous avais déjà montré sur mes précédents webinaires et articles. Donc on a de nouveau buté sur résistance et on a fait un plus bas et nous voilà donc de retour sur la ligne médiane de ce canal de régression baissier qui fait de nouveau office de support. On est sur le bas de ce canal donc de régression haussier. Voilà donc l'opportunité. Maintenant, on va attendre tranquillement, et c'est ce que j'ai indiqué donc, sur mon article d'aujourd'hui, qui va être publié sur DailyFX, d'attendre que le marché casse les 11 800 parce que c'est une résistance. D'accord. C'était un support qui se polarise en résistance. La cassure de cette résistance va indiquer que le marché maintenant fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Et donc dans cette unité H4, la loi de dos sera dans un mouvement haussier. Ça sera un 1, 2, 3 reversal. Et donc ça pourra être intéressant de se positionner sur cassure avec un stop sur les derniers bas. Maintenant, attention, c'est pas terminé, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que ce bas-là va casser, on verra bien. De toute façon, pour le moment, il faut attendre qu'on repasse au-dessus, donc il n'y a pas lieu de se précipiter, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Notons la divergence haussière sur le RSI en unité H4. On voit ici qu'on a fait un bas plus bas que le précédent, qui ne se montre pas sur le RSI, et donc divergence haussière possible. Ok. Alors, on va donc prendre note de ça, et on va maintenant aller voir ce qui se passe sur, et on reviendra sur le Forex après. Alors, commentaire de la part de AM34, est-ce que le marché n'a pas déjà pricé cet événement? Alors, c'est possible. En même temps, c'est pas parce que le marché ne l'a pricé ou pas qu'il ne peut pas y avoir des mouvements très fortement volatiles. D'accord. Euh, pour l'instant, quand on regarde le marché, on a l'impression qu'il est plutôt en train de favoriser l'option d'un Royaume-Uni qui reste dans la zone euro. Vu ce qui s'est passé sur la livre, l'appréciation de la livre, c'est possible. Néanmoins, on ne se met pas en face d'un mouvement, on se met pas en face d'un événement comme celui-là, et puis on verra bien comment le marché va réagir derrière. C'est possible qu'il ait pricé, c'est possible aussi que, franchement, c'est possible que si la nouvelle est bonne, que le Royaume-Uni reste dans l'euro, que la livre continue de s'apprécier avant de reprendre sa baisse de moyen terme, mais il y a encore pour moi de la marge à la hausse sur la livre avant un possible retournement. Donc pas de spéculation, nous ne sommes pas dans la peau de spéculateurs, d'accord, c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. On cherche à prendre des positions sur la base de règles de money management, sur la base d'analyse technique avec des objectifs, avec des critères les plus objectifs possibles. Ma foi, là on n'est pas dans de l'objectivité, on est un peu dans de la subjectivité, si est-ce que le marché l'a pricé ou pas. On n'en sait rien vraiment. On a l'impression effectivement que le marché se positionne dans le sens d'un Royaume-Uni qui resterait dans la zone euro, mais c'est pas parce que le marché est en train de pricer ça qu'il ne peut pas aller plus haut. Donc c'est pas vraiment une information que l'on peut exploiter. Alors, quelle information, donc question de la part de Vial, quelle conséquence du Brexit sur l'EUD-NZD? Pour le coup, je dirais faible. Je dirais faible parce que, bon, même si on a affaire à des colonies, des anciennes colonies britanniques, et qu'il y a encore, je pense, des liens étroits en termes d'économie par rapport à ces pays, on parle quand même de deux monnaies qui sont intrinsèquement corrélées. Le dollar australien est corrélé au dollar néo-zélandais, et donc je pense que la variable Brexit s'annihile. Donc je ne pense pas que sur cette paire de devises, on pourra avoir des gros mouvements. Ça ne me paraîtrait pas quand même quelque chose de logique sur des pays qui sont, d'un point de vue géographique, maintenant beaucoup plus corrélés à la Chine, et donc à des problématiques d'exportation de leurs matières premières vers le marché asiatique que vers leur ancienne colonie.
D'accord. Maintenant, je ne suis pas un fondamentaliste, je suis un analyste technique. Et donc, ce que je viens de vous dire est à prendre avec pincette, même si je pense aller de bon sens. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le gaz en weekly, parce que l'heure tourne et que je suis un vrai bavard. Mais en même temps, je suis très content que vous me posiez des questions parce que c'est quand même l'essence même de ce cours, hein, qui se veut interactif. Et donc, je suis bien content que vous me posiez des questions pour que je puisse donc y répondre. Alors, si on voit donc le gaz naturel, eh bien, qu'est-ce que je peux être content donc de mes analyses, hein, sur ce gaz? Parce que c'est vrai que j'étais contre vent et marée, haussier, moyen terme sur le gaz naturel contre la plupart des analystes qui donc voyaient le gaz encore se déprécier. Et c'est vrai que j'étais un des premiers à anticiper donc une structure en double bottom sur la base donc de cette analyse en vue logarithmique qui faisait apparaître donc des lignes de support ainsi que des clusters Fibonacci sur les 1700-1880. Et pour vous dire, c'est vrai que c'est 1740, ça fait très longtemps que j'en parle, ça fait plus d'un an que je parle effectivement, le marché était encore en train de baisser dans ces zones-là, en disant que ce cluster des 1740 verrait, je pense, une réaction du marché haussière si le marché donc venait les chercher. Donc on avait eu une première réaction, je pensais que c'était la bonne, et puis on a fait un bas marginal avec constitution donc d'un double bottom, et toute l'idée était de se positionner dans cette zone un peu compliquée, et je vous avais proposé donc plusieurs trades qui avaient été donc victorieux en unité journalière. Alors on voit, hein, ici qu'on a eu une diagonale d'initialisation, puis on est en train de faire une vague 3. Donc je pense, hein, que la ligne médiane va être recherchée sur cet actif. D'accord. Donc on voit ici, on a une résistance, hein, sur les 3080, 3000, 3050, 3080. Donc grosso modo, je pense que c'est ici que le marché va, je pense, après retracer. D'accord. Mais si on devait se donner une trajectoire, vous voyez, si le marché devait aller rechercher le haut de ce canal-là, eh bien on aura certainement une réaction baissière. Et même si je pense que le gaz a encore du potentiel haussier par la suite, parce que là on est en train de, je pense, hein, de faire un beau mouvement en 5 temps, mais pour l'instant si je vois bon, une vague 3, on a quand même cassé donc ce double bottom. Donc le double bottom nous donne des objectifs chartistes, hein, par report de range qui nous envoie là-haut, hein, vers les 3003. Je pense que quand on viendra rechercher, si le marché suit cette trajectoire, hein, vient rechercher donc la ligne médiane de ce canal, donc c'est pas vraiment un canal de régression, mais c'est pour le moment, hein, mais ce sont des belles obliques. On trouvera également donc le haut de ce canal donc relatif à ce double bottom, et je pense qu'à ce moment-là le marché va retracer. Donc il pourra éventuellement trouver support ici, mais moi j'aimerais qu'il vienne trouver un support ici par la suite. D'accord. Donc ça va être l'idée, ça va être de regarder, si vous n'étiez pas positionné sur le gaz, c'est un peu trop tard évidemment pour s'y mettre, du moins en unité hebdo. Peut-être qu'en daily, il y a encore des choses à faire. En tout cas, en hebdo, je pense que l'objectif, c'est les 3003. Et puis après, j'attendrai patiemment un retracement vers la ligne de coup de ce double bottom. Si elle se fait donc sur cette zone, donc qui serait donc qui signerait un retour des prix sur le retour donc du canal de régression haussier, eh bien on aurait une belle zone temps prix, puisque ça serait un bon timing, bas de canal. Vous voyez, on a une belle oblique, un support, donc on aurait, vous voyez, un support ici clairement, hein, une résistance qui casse. Vous voyez, marché l'effort, hein, il casse une fourchette, hein, une ligne médiane, il casse le support qui est ici. Ça ne veut pas dire qu'il refranchira à la baisse derrière, mais je pense que ça sera pour repartir à la hausse. D'accord. Donc, notez, hein, la belle divergence haussière que j'avais indiquée, hein, sur le marché, donc en mars, hein, 2016. Et donc voilà, donc ça serait plutôt un plan de moyen terme sur le gaz. En unité journalière, on voit, hein, la fourchette. Alors bon, cette fourchette, c'est pas la même que celle que je vous ai indiquée en weekly. Là, je l'ai en fait ajustée sur la ligne médiane, en partant du principe qu'ici le marché a buté sur la ligne médiane, mais c'est subjectif. C'est pour ça que je la mets vraiment en pointillé. Donc à voir si le marché vient chercher cette partie haute. De toute façon, ici, ce que je ferai, c'est plutôt, je tiendrai plutôt compte de, pardon, de ce double bottom qui est ici, avec des objectifs qui pourraient être donc l'objectif chartiste, c'est-à-dire l'objectif soit des 1,618, soit plutôt l'objectif des 200%, qui est un objectif clé
qui est un objectif clé en termes donc pour les structures en double bottom. Et vous voyez donc les 200% nous amèneraient vers les 3002. Et c'est vrai que si le marché devait venir quelque part là, c'est un bel objectif de double bottom. Là pour le coup je serais plutôt vendeur sur le gaz, c'est-à-dire que je rechercherai des positions à la vente pour rechercher la ligne médiane dans un premier temps et puis le bas du canal dans un deuxième temps. Et à ce moment-là, je partirai donc vers des objectifs plutôt à la hausse. D'accord? On retrouve notre structure hebdo avec ici une zone. Si le marché vient la chercher dans ce timing, évidemment, c'est d'où l'importance pour moi systématiquement de vous indiquer pas uniquement une zone de prix, mais une zone également de temps. D'accord? C'est essentiel pour moi pour prendre position sur les marchés. On prend position évidemment sur un prix, mais si ce prix coïncide avec une oblique relative à un canal de régression, c'est-à-dire un croisement temps et prix, puisque cette oblique nous donne en fait un axe temps-prix. D'accord? Et c'est extrêmement important. Voilà. Donc, c'est le genre de préparation en journalier que je peux faire, vous voyez, sur le gaz. Alors, ça, ce sont des choses que je peux enlever. J'en profite pour regarder. Alors, question de la part de visiteurs. Et ensuite, je vais répondre à Canou sur le pétrole. Donc, question que je vais publier de la part de Canou. Alors, Vial, donc sur la UDNZD, je t'ai répondu. Qu'est-ce que je pense de la hausse sur la UDNZD? C'est très simple. J'ai fait un article sur la UDUSD que j'ai publié sur FXCM, sur DailyFX, pardon. Et bien sur la UDUSD, je pense qu'on arrive sur une zone potentielle de short. D'accord? Puisqu'en fait, on a, d'ailleurs, vous avez vu, la zone des 0,73 que je vous avais indiqué comme une zone de support avec une zone de rebond probable des cours a bien fonctionné. Pour le coup, j'ai vraiment été vraiment bon sur la UDUSD, puisqu'ici je recherchais des achats, ici je recherchais des ventes, là je recherchais des achats, ici je recherchais un achat, là je vous indiquais attention haut de canal de régression baissier, retracement à venir, là rebond, et là on vient chercher une zone de vente potentielle. Donc les 0,7550, 0,76, c'est une zone de vente potentielle. Pourquoi? Parce que c'est un retour des prix sur le haut de ce canal de régression baissier. D'accord? C'est également une résistance chartiste et c'est la ligne médiane donc de ce canal, de cette belle fourchette d'Andrews. Donc on a sur ce seuil trois éléments de résistance qui viennent donc en percussion. Alors on peut également on peut également essayer de positionner, alors quand c'est comme ça, on peut rajouter des niveaux Fibo, donc ça je vais l'enlever, je vais nettoyer un peu le graphe maintenant, puisque ce canal ne sert plus à rien. Quand un canal est franchi, ça ne sert à rien de le conserver. Autant nettoyer pour éviter de vous abreuver d'informations qui sont plus à jour. Si je rajoute les niveaux de retracement, on peut voir que cette zone donc des 0,7550 correspond à un retracement 61,8 de tout ce mouvement de baisse. Donc c'est une résistance supplémentaire. Si on essaye de voir quelle est l'expansion relative à ce mouvement de hausse en partant du plus bas, en prenant cette vague-ci et cette vague-là, on voit qu'on arrive sous résistance, la résistance des 61,8 de cette expansion. On voit que les 100% sont un peu plus hauts, les 0,76. Donc vous voyez, en fait, on est quelque part dans une zone ici. Je vais élargir mon rectangle. On est quelque part dans cette zone-là. Voilà. Donc si on doit avoir un retournement, c'est dans la zone des 0,7520, 0,7650. Donc ça ne veut pas dire qu'on va y aller cash, parce qu'il y a des cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend position dans le coin avec un stop qui est très haut. Puisque là, j'ai pas de stop clair. Bon, on a une résistance qui est ici, mais vous savez que le marché, les résistances, on peut mécher en fait. On peut très bien aller faire semblant d'aller casser cette résistance, mécher, puis buter là, puis finalement repartir baissier. D'accord? Une résistance agit en tant que contrainte, mais c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas un mur, d'accord? C'est une contrainte. Cette contrainte peut être
entre guillemets donc ébrécher et puis finalement faire son boulot et rejeter les cours par le bas. Donc on va attendre tranquillement qu'un price action baissier se développe dans cette zone, d'accord, que des bougies de retournement journalières arrivent. Donc ça peut être un RMI baissier, ça peut être en H4 un double top, ça peut être donc des structures, une ETEI, une ETE, pardon, une épaule tête épaule en H4. Bref, tout élément de price action dans une unité de temps inférieure qui pourrait vraiment cette fois-ci venir corroborer notre analyse technique par une réelle psychologie de marché. D'accord? Donc, encore une fois, ne confondons pas vitesse et précipitation. Pour le moment, on définit une zone stratégique de retournement. On va, c'est le journalier et notre unité de travail. Il nous faut prendre position sur une unité de temps tactique. L'unité de temps tactique, c'est une unité de temps sous-jacente, donc du H4, et on va attendre que ce mouvement trouve en H4 une structure de retournement, et à ce moment-là, on pourra y aller avec un stop relativement serré. D'accord? Et qui dit stop serré, dit à ce moment-là un risque-reward beaucoup plus intéressant pour aller rechercher bien le support de nouveau des 0,73, parce qu'ici on peut avoir de nouveau un problème. Si le marché vient là et qu'il revient tester le bas de ce canal, le bas de la fourchette haussière, on pourrait tout à fait voir un marché qui repart pleine balle vers le haut. D'accord? Donc ça, on ne le sait pas, même si Elliott est quand même censé nous aider, ça ne veut pas dire qu'il ne nous faudra pas prendre des bénéfices et revenir sur notre investissement en grande partie si le marché donc vient rechercher cette zone de support. D'accord? Encore une fois, qui dit contrainte dit action à mener en termes de money management, et cette action correspond à une prise de bénéfice, une prise de profit. En procédant de la sorte, vous êtes objectif. Elliott n'est pas sans subjectivité. Ça amène une vision, d'accord, mais ça amène des scénarios. Ok, ça nous aide à prendre des positions, ça nous aide à déterminer des objectifs. Maintenant, ce n'est pas sans subjectivité, et les trendlines, les canaux de régression sont pour le coup relativement objectifs, les niveaux FIBO sont objectifs, et donc ces contraintes nous amènent à prendre donc des actions en termes de money management. Alors, est-ce que je peux utiliser donc TradingView pour la mise à jour de mes graphes? Eh bien, écoutez, comme je travaille pour DailyFX, il est normal que j'utilise la plateforme donc FXCM pour réaliser mes analyses, mais c'est vrai que je pourrais faire les mêmes analyses sur TradingView, qui est d'ailleurs une plateforme partenaire donc de FXCM. Mais aujourd'hui, je travaille sur MarketScope, qui me convient amplement pour des analyses journalières. Pour des analyses, en fait, la problématique n'est pas tellement la plateforme, puisque MarketScope est assez fourni en termes d'outils pour que je puisse tracer mes canaux de régression, mes fourchettes et mes niveaux FIBO. TradingView, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ce qui est surtout important, c'est les historiques de prix, parce que si je manque d'historique de prix, évidemment, ça va me poser de gros problèmes derrière pour pouvoir faire mes analyses hebdo. Et si je ne fais pas mes analyses hebdo, j'ai un problème par conséquence de fiabilité sur mes analyses journalières. D'accord? C'est les poupées russes. Et donc en analyse journalière, je pourrais être amené à manquer des choses importantes, simplement parce que j'aurais pas vu un bas de canal hebdo devant moi, ou j'aurais pas vu un niveau clé hebdo devant moi, et donc des retournements que je pourrais pas anticiper, et donc quelque part une information qui vous serait tronquée, et c'est pas le but du jeu. Le but, c'est d'essayer de vous apporter l'information la plus rigoureuse possible. Voilà. Alors, donc pour l'instant, sur la USD, question de la part de Canou, pas de figure de retournement en H4, H1. Bah, ma foi non, pas de retournement, on est sous résistance, mais ça peut casser. Bah non, on a eu ici potentiellement une bougie de retournement. Cette bougie de retournement a eu lieu pile sur le niveau des 0,618 d'expansion. Donc on a eu potentiellement bah voilà, une bougie de retournement baissière, mais vous voyez, le marché, ce genre de bougie nécessite une confirmation avec une nouvelle bougie baissière derrière. Donc, et clôturé. Ça n'a pas été le cas, au contraire, on fait un plus haut, donc bah non, toujours pas de bougie de retournement ici. D'accord? Donc on va attendre tranquillement. Alors, bon, ça c'était la petite aparté sur le gold, il est 37, donc il faut que j'accélère. On peut parler de Luca Oil en weekly et en hebdo.
pourquoi alors et du coup vous parlez donc de corrélation par rapport à Lucas Oil et donc par rapport au pétrole et le gaz naturel. Alors évidemment qu'au sens large, ces deux actifs sont corrélés. Pourquoi? Parce que on parle de pétrole ou de gaz de schiste. On parle dans les deux cas de figure d'énergie fossile. Donc quand on trouve du pétrole, il y a quand même de grandes chances qu'on trouve du gaz. D'accord? Donc oui, il y a une corrélation, mais elle n'est pas parfaite pour moi. Je pense simplement parce que on a certainement des canaux de distribution qui sont assez différents. On sait que la Russie, elle exporte beaucoup de gaz, moins le pétrole. Les Arabies, enfin les Émirats arabes exportent beaucoup de pétrole, moins de gaz. Il n'y a pas les mêmes logiques d'embargo. Donc sur l'aspect fondamental, même si on parle de matières premières qui sont en termes j'ai envie de dire, de logique corrélée, les données géopolitiques sont quand même assez différentes derrière ces deux actifs-là, et pour le coup, je ne maîtrise pas. D'accord? Donc je vais pas vous raconter de baratin. Moi, ce que je constate, c'est que sur les graphes, on a une corrélation, mais qui est relativement imprécise. D'accord? Mais qui existe quand même. Alors, c'est vrai que, vous voyez, le gaz, eh bien, s'apprécie. On a vu que le pétrole s'appréciait. Maintenant, en journalier, c'est beaucoup moins clair la corrélation. Donc, prudence et j'ai envie de dire, ne jouez pas les corrélations sur ces actifs-là, mais ne tradez que ce que vous voyez sur les graphes, tout simplement. Alors, on peut regarder donc, on va regarder ensemble Lucas Oil, et vous allez voir d'autant plus pourquoi. Parce que Lucas Oil, vous voyez, ce graphe, il était quand même vraiment intéressant sur Lucas Oil. Pour le coup, les 24-28 se sont révélés, donc là on est en vue logarithmique, extrêmement pertinent. On avait un très beau canal de régression bien délimité sur les hauts, et le bas a vraiment fait réagir. Donc écoutez, ce graphe là, j'en ai la paternité, parce que comme sur le gaz, ce sont des graphes que j'ai publiés de façon tout à fait inédite, et qui avaient été émis avant que le marché atteigne ses bas respectifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut voir que le marché a atteint le canal de régression, la ligne médiane de ce canal de régression. Et donc, on a eu un très beau V-bottom. Donc, moi, même si je pense que ça peut aller plus haut, eh bien, je pense que le pétrole, surtout le Brent, mais je crois que c'est la même chose sur le WTI, eh bien, je pense qu'ici, on a quand même un risque baissier. D'accord? Cette ligne médiane, en plus, vous voyez qu'on est sous résistance chartiste. On voit très bien ici que les prix ont fait l'objet de forts débats dans le passé. D'accord? Donc, on est sous résistance et cette ligne médiane. On a en plus un report d'oblique qui arrive dans le coin. Donc, moi, j'émets maintenant un risque baissier sur le Brent et donc sur le WTI. Alors, ce n'est pas encore le cas sur le gaz naturel. Je pense que le gaz naturel peut aller plus haut. Néanmoins, vous voyez ici, je pense qu'on peut avoir une dépréciation, j'ai envie de dire, par anticipation sur le pétrole. Alors, c'est de l'analyse technique. On peut aller encore un peu plus haut, mais vous voyez ici, on a eu déjà un signal. On a eu ici une pseudo-étoile du soir avec derrière une bougie baissière. D'accord? Donc, ce que le marché est en train de nous dire, c'est qu'il voit cette zone de résistance. Ok? Donc, on est dans une unité de temps stratégique qui est Lucas Oil en unité hebdo. Donc, le but du jeu, c'est de se placer maintenant dans une unité de travail qui serait le journalier. D'accord? Le journalier, qu'est-ce qu'il nous montre? Le journalier nous montre que nous sommes toujours dans un canal de régression haussier. D'accord? Ce canal, je l'ai ajusté sur les hauts. Vous voyez que le marché a bien répondu sur la partie basse. D'accord? Il n'est pas impossible, par action-réaction, que le marché aille rechercher la ligne médiane de ce canal. Ça aurait été de toute façon le plan si vous aviez pris position dans une unité H4, donc dans une unité tactique, en ayant détecté une structure de retournement ici sur cette zone de support, les 47,70. C'est ce qu'on peut faire. On peut regarder en H4. Est-ce qu'en H4, on a eu une structure de retournement? Eh bien, on a eu potentiellement un harami.
voyez, ici, on a eu ce que j'appelle une bougie de contrôle, la bougie mère. On a eu une bougie dont le corps est totalement inclus dans la bougie précédente, d'accord? Et cette bougie, donc qui est une inside bar, a cassé par le haut. Donc, quand vous avez ce genre de structure, ça c'est une structure d'indécision, d'accord? Cette structure d'indécision a cassé par le haut. On a peut-être eu un triangle, hein, si je devais descendre en H1, peut-être que ça donnait un triangle ou un range, d'accord? Ça a d'ailleurs certainement donné un range. Vous voyez, si on devait encore descendre en unité H1, eh bien, vous voyez ici, on a eu quelque part la constitution d'un range, avec ici le haut du range, le bas du range comme ceci. Vous voyez, le marché a transité à l'intérieur de ce range et puis il a pris son envol une fois que les cours ont cassé cette résistance. Vous voyez, donc il y avait plusieurs façons de procéder, mais de toute façon, en H4, ça voulait dire que sur rupture, donc pourquoi pas sur clôture de cette bougie, on avait un stop ici et on se jouait donc des objectifs journaliers, c'est-à-dire un premier objectif de prix qui serait donc la résistance des 50, d'accord, on voit très bien la résistance ici, et puis un deuxième objectif qui pourrait être donc un retour des prix sur les 54. Donc c'est ce que vous auriez pu faire si vous aviez donc en unité tactique pris position sur le bas de ce canal, donc sur ce support, sur la base du harami qu'on a pu voir en H4, en se visant donc ici les 50, vous auriez eu le money management pour faire ça, le risque reward pour faire ça, et un solde qui traîne pour aller rechercher les 54. D'accord? Maintenant, on sait qu'on arrive sur une zone de retournement potentiel. D'accord? Donc ça veut dire qu'on arrive donc sur une zone un petit peu délicate. C'est pour ça qu'il faut prendre des bénéfices sur cette résistance et puis se dire que bah, là, si on vient chercher les 54-41, il sera quand même temps d'encaisser quand même beaucoup. D'accord? Beaucoup parce qu'on sera sur une résistance FIBO, on sera sur la ligne médiane et on sera sur une zone de retournement hebdo. Ok? Maintenant, si on veut jouer l'UKE, le Brent à la baisse, eh ben, il n'y a pas le choix. On va attendre tranquillement que le marché casse ce canal de régression. Donc si le marché vient là, ici, et qu'il casse, voyez, on aura à ce moment-là, de toute façon, apparition d'une divergence haussière, et bien ma foi, tout test derrière en pullback pourra faire l'objet d'une vente. D'accord? Parce que là, on a eu un signal que le marché casse un bas, qu'il a cassé un canal de régression aussi, et j'ai plus de canal de hausse, j'ai plus de canal pour modéliser une nouvelle hausse. Donc là, ça pourrait faire l'objet d'un short avec un stop sur les derniers hauts. D'accord? Et là, je peux vous dire que on pourrait travailler le graphe. C'est l'avantage de maîtriser les fourchettes et canaux de régression. On pourrait positionner une fourchette d'Andrews. Vous voyez que si le marché devait faire ça, hein, encore une fois, là, on est dans de la simulation. Hein, il n'y a rien qui nous dit que le marché va suivre cette trajectoire. Mais si c'est le cas, hein, si le marché venait à faire ce genre de trajectoire, eh bien, vous voyez qu'ici, on commencerait à avoir des éléments techniques qui nous indiquent que ça, c'est une zone temps pris de short. D'accord? On n'y est pas du tout. Pour l'instant, c'est de la spéculation. Enfin, c'est même pas de la spéculation, c'est de la simulation. Mais c'est pour vous indiquer une façon de procéder. Ok? Alors, si on regarde le RSI, qu'est-ce qu'on peut voir? Pour moi, le RSI est un peu en contradiction. Parce que c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de vente à faire, hein, pas du tout de vente. On a bien une potentielle divergence haussière, hein, vous voyez, bon, même si c'est pas net, c'est quand même pas net parce que je crois quand même qu'ici on a fait un plus haut par rapport à là, mais on voit quand même des hauts significatifs qui sont pas tout à fait confirmés par le RSI, donc ça pourrait donner lieu à une divergence baissière, mais c'est pas très objectif parce que je pense quand même qu'ici on a fait un plus haut. Voyez, donc on a quand même le RSI qui fait un plus haut. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des bas de plus en plus haut, et ici le RSI qui a fait des bas de plus en plus bas. D'accord? Et ça, bah, c'est une divergence haussière cachée. D'accord? Donc c'est vrai que quand on était ici, on avait un RSI qui baisse et pourtant des cours qui continuent à faire des bas de plus en plus haut. Donc ça veut dire que le RSI a repris du jus quelque part, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau de la marge pour le RSI pour aller monter, aller se mettre bien avant qu'il se mette en zone de surachat. D'accord? Donc on a retrouvé du potentiel sur le RSI avec des prix qui continuent d'aller plus haut. C'est pas un signe de faiblesse, ça, c'est un signe de force. D'accord? Néanmoins,
Je vous ai indiqué mes zones hebdo. Vous savez qu'on arrive sur une zone potentielle de retournement. Donc, pas de short pour le moment. On va attendre tranquillement que le marché nous donne une indication qu'il casse un bas et qu'il nous donne un pullback pour éventuellement rechercher des shorts sur le gaz naturel. Et ça, c'est objectif. Alors, est-ce que, voilà, donc, d'une manière générale, donc visiteur, toutes les paires croisées qui éliminent la variable, j'ai envie de dire, la variable euro et la variable GBP, livre, ont moins de chances d'être impactées par le Brexit. D'accord? Donc, ce sont potentiellement des actifs sur lesquels vous pouvez rechercher de la diversification. Effectivement, pour continuer à trader malgré cette période de perturbation. Mais n'oubliez pas que ce sont des croisées et donc elles sont quand même volatiles et donc faites quand même super attention à vos leviers et ne tradez surtout pas ces paires-là en M15 ou en H1. D'accord? Pour moi, les paires croisées, c'est du H4 minimum. Ok, simplement parce que on a quand même des sales mèches qui peuvent arriver simplement parce qu'il peut y avoir des problèmes quand même de liquidité sur ces paires là, donc on peut avoir d'autant plus que le NZD, quand vous regardez le NZD vers 23 heures, vous allez voir, c'est quand même un filou qui peut quand même vraiment faire des mèches, hein, parce qu'à 23 heures c'est l'heure creuse, et en même temps voilà, regardez le NZD à 23 heures. Vous allez voir qu'il peut faire des sales mèches. Et donc, toutes ces paires croisées, NZDK, AUD, NZD, tout ça, c'est des paires un peu dangereuses. Et à ne surtout pas trader dans de l'intra. Et c'est du H4 mine. Voilà. Ça, je vous parle d'expérience personnelle. Simplement parce que je me suis fait mal sur ces paires avec des stops qui n'étaient pas touchés. J'avais des analyses qui étaient bonnes, mais un marché qui est venu me stopper avec des mèches terribles. Simplement parce que c'était un manque de liquidité à 23 heures. Donc attention, d'accord, le NZD est une paire un petit peu filoute. Voilà. Alors, si on est sur une vague 5 sur Lucas Oil, oui, on peut s'attendre donc à un retracement conséquent. Tout à fait, Canou 974. C'est la raison pour laquelle essayer de trouver des shorts, ça pourrait être intéressant. Parce que si on est bien sur une vague 5, eh bien on peut retracer jusqu'à 50%, voire 68% de tout ça. Et vous voyez que ça nous donne quand même pas mal de potentiel à la baisse. Encore une fois, on n'y est pas encore, on peut aller un peu plus haut, hein. Je ne dis pas que le marché ne peut pas continuer à s'apprécier, hein, c'est vraiment pas le sens de mon message. Mais si le marché vient à casser ce canal et nous donne des pullbacks, oui, on pourra chercher ces différents niveaux de retracement. Et on voit quand même qu'il y a du potentiel donc derrière en termes de risque-reward. Tout à fait. Alors, question de AM34. Est-ce que je laisse sur mes graphes tous les niveaux Fibo, expansion Fibo? Alors, l'idée, c'est de faire apparaître sur les graphes, oui, c'est les poupées russes, donc de faire apparaître sur les graphes les niveaux Fibo majeurs qu'on voit dans les unités hebdo et les niveaux majeurs qu'on voit en unité daily pour qu'ils apparaissent en unité H4. Et en unité H4, vous les rajoutez, ça va vous donner des clusters. C'est compliqué, ça vous donne plein de niveaux, mais ce qui est surtout important, c'est quand vous avez des niveaux qui sont proches. Parce que un niveau en lui-même apporte une résistance faible, mais trois niveaux qui sont condensés sur une même zone de prix, ça vous donne une contrainte forte. D'accord? Et c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est-à-dire des convergences de niveaux qui vont arriver sur une zone relativement serrée en termes de prix, qui va croiser une zone de temps. Et à ce moment-là, vous avez un super cluster temps-prix sur lequel vous attendez un retournement. À ce moment-là, si vous avez identifié votre zone stratégique de retournement, vous allez travailler ça en unité tactique. Rechercher. Et l'unité tactique, elle sert à quoi? Elle sert à trouver un stop serré pour vous donner le meilleur risque-reward derrière. Et du coup, vous avez un système de trading complet, multi-time frame, logique et rationnel parce qu'il vous apporte des éléments concrets et objectifs et qui vous donne des éléments de money management, c'est-à-dire du risk reward, des TP intermédiaires, bref, toute une panoplie objective d'outils pour trader en confiance et de façon, j'ai envie de dire, sereine. D'accord? Alors, on va continuer, donc ça c'était pour... Donc je vous ai parlé. On a parlé donc de l'AUD, on a parlé du dollar, on a parlé du gaz, on a parlé de Lucas Oil, on va parler du gold. On va parler du gold. Alors,
Voilà le gold. Donc le gold, hein, bon bah il a bien rebondi hein, sur notre zone. C'est vrai que je l'attendais plus bas, j'aurais voulu qu'il aille plus bas, c'est pas ce qui s'est passé. Mais bon, il a pénétré notre zone. C'était un grand rectangle vert. Pour le coup, je me suis quand même pas beaucoup mouillé, mais je vous avais quand même dit que cette zone-là, c'était une zone sur laquelle j'attendais un retournement. On a eu un petit range. Bon, je vous en avais parlé. On avait de quoi faire là-dedans. Quand le marché a atteint le haut de ce canal de régression, je vous avais dit que ceux qui étaient acheteurs ici devaient garder un solde. L'or a fait un plus haut. On a une sale bougie ici hein, quand même, hein. Ça c'est une avalante baissière hein, quelque part. On a avalé, vous voyez, avec en plus une sale mèche haute. Donc ça c'est pas terrible. Même si derrière on a une bougie, vous voyez derrière ça c'est le signe annonciateur en règle générale. Ça c'est vraiment un sale price action baissier, hein. Pour le coup, vous voyez ici on a simplement, c'est une mèche qui a été cassée tous les stops. Tous ceux qui ont voulu shorter précocement en fait cette zone de résistance, eh ben, se sont fait stopper avec cette mèche qui est là et le marché est donc reparti baissier. Néanmoins, on arrive quand même sur une zone de support qui est ici. Vous voyez, cette zone de support qui est là, qui est une zone croisée de support. Donc, c'est un retour sur cette oblique, d'accord. C'est la ligne médiane de ce canal de régression qui est ici. D'accord. C'est une zone de support chartiste et donc une zone de rebond potentiel. D'accord. Néanmoins, j'aime pas ce price action qui est là. Donc, pour le coup, j'ai du mal à vous dire d'acheter le gold. J'ai du mal à vous dire d'acheter le gold pour le moment. J'aime pas trop cette action de prix. Le problème, c'est que j'ai pas de money management à vous donner. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on arrive vite sous résistance. Même si on est acheteur, on a quand même vraiment buté sous cette résistance qui est là. Donc, acheter ici, c'est avec quel stop? On n'a pas de stop ici, hein, d'accord? C'est vraiment pas clair. Et puis on arrive vite de nouveau sous résistance, donc j'aime pas trop, d'accord? Donc pas trop de, j'ai malheureusement pas trop de plans à vous proposer. Il va falloir que je me creuse un peu la tête pour voir ce que je pourrais vous donner. Et puis n'oubliez pas que le gold est sous ce canal de régression baissier de moyen terme. D'accord. Et si on a buté ici, c'est parce qu'on est revenu tester le haut de ce canal de régression et donc, c'est un canal de régression de moyen terme contre un canal de régression haussier, j'ai envie de dire un peu plus court terme, et donc avec des supports, mais versus price action baissier, moi ça je sais pas faire. D'accord, je préfère être honnête et vous dire, bah ça c'est moche. Et donc, je préférais que le marché casse cette résistance qui est ici pour avoir plutôt une stratégie de breakout avec un stop qui serait là et un retour des prix et une visite des prix vers le haut de canal de ce canal de régression haussier. D'accord. Mais en attendant, trop d'informations contradictoires. Si vous étiez à la vente sur la base, si vous aviez trouvé une vente, je sais pas trop quoi, en horaire ou en H4 là-dedans, bon bah voyez, vous arrivez sur support, donc là il faut prendre des bénéfices. D'accord. Moi c'est tout ce que je peux vous dire. Mais le gold pour l'instant, je le mets un petit peu de côté. D'accord. Objectivement, je préfère vous dire que là, j'ai pas de plan réel à vous proposer que vous proposez un truc un peu spéculatif, trop d'informations contradictoires. Et puis, je ne sais pas dans quelle mesure le gold peut être impacté par le Brexit. Donc, raison de plus de se tenir un peu à l'écart de cet actif. Alors, on va parler, il me reste 5 minutes, on va parler du SP. Bon, bah, vous voyez, le SP, hein, beau canal de régression. Hein, on avait ce double bottom, on est venu rechercher le bas du canal. C'était la ligne médiane, j'ai fait un article dessus. Donc, je pense raisonnablement que le marché peut casser ce range et aller rechercher la ligne médiane. D'accord. Disons que c'était le seul plan. Vous voyez ici, on a pareillement ici une belle bougie baissière, enfin, une belle bougie, pardon, euh, de retournement potentiel qui a bien méché sur le bas avec avalante haussière derrière. Donc on a quand même un marché ici qui montre une psychologie acheteuse. D'accord. Bon, on va voir ce qui va se passer, mais je pense quand même que le biais reste haussier sur le SP et je pense qu'on peut aller rechercher la ligne médiane. De toute façon, ici, l'invalidation, ça serait la cassure de ce bas qui est ici, avec une structure en double top qui montrerait donc une cassure de sa ligne de coup avec une projection de prix vers le bas de ce canal. Et si ça devait être le cas, tout pullback vers cette zone-ci, pour moi, referait l'objet d'une recherche de short.
D'accord? Encore une fois, au regard de ces contraintes graphiques. Mais pour l'heure, je pense quand même qu'on reste haussier sur le SP. Alors, on peut d'ailleurs regarder sur les indices européens, on va regarder le DAX. On va regarder le DAX que je vous invite à ne pas trader ces prochains jours. Et le DAX, bah, vous voyez, pareil, hein, toujours la même technique. J'avais un canal de régression donc, que j'ai ajusté sur le haut. Et j'étais un peu mal à l'aise hein, sur ce canal de régression parce que c'est vrai que quand le marché était ici, qu'il avait trouvé un support, on était un peu au milieu de nulle part. On va voir que ce n'était pas le cas sur le CAC et que sur le CAC, j'ai dû redresser mon canal de régression. Ça arrive parfois et je vais m'en expliquer. Mais vous voyez qu'ici, le DAX, c'est bien sur le bas de ce canal de régression, hyper objectif, voyez, swing high-low, ajusté sur le haut. Quand on fait ça, c'est qu'on recherche un achat quand le marché viendra rechercher sa partie basse. Et par action-réaction, qu'a fait le marché? Il est venu rechercher la ligne médiane, il est donc sous résistance. D'accord? Mais vous voyez ici, belle bougie de retournement, c'était vraiment le price action qu'on attendait pour aller rechercher la ligne médiane. Bon TP1. D'accord? Excellent TP1. Et maintenant, on laisse traîner le SOD, on peut avoir un retracement. Si le marché vient retracer quelque part maintenant sur cette zone, on pourra rechercher des achats. Maintenant, le marché peut casser tout vers le haut. De toute façon, ici, il n'y a plus rien à faire. Soit vous avez acheté là, soit vous êtes ici, et maintenant, très difficile de rechercher une vente ici, au regard de cette action de prix, c'est beaucoup trop tôt, et puis on est dans un mouvement qui maintenant, je pense, a potentiellement trouvé une vague 2, avec peut-être à terme l'extraction de ce canal, donc baissier vers le haut. Mais là, pour le coup, je vais attendre les prochaines sessions pour vous en dire plus. Alors sur le CAC 40, parce que sur le CAC 40, quand même, je me suis un peu trompé. C'est vrai qu'ici, je vous avais dit donc d'acheter cette zone-là. Alors mon canal de régression n'était pas du tout comme ça. Vous voyez, je l'avais ajusté sur cette mèche qui était ici. Vous voyez, qui était là. Donc j'étais objectif d'un point de vue prix. Et vous voyez ici, le marché a bien trouvé donc un support. Et par action-réaction, il s'est donc apprécié. Et là, il n'a pas réussi à aller rechercher la ligne médiane et il a fait un plus bas. Donc là, bon bah pour le coup, c'est vrai que j'avais un écart d'analyse entre le CAC et le DAX. Parce que le DAX montrait pour le coup, lui, vous voyez, un canal de régression super objectif également en termes de prix, avec des cours qui étaient ici. Hein. Vous voyez, quand le CAC 40 était là, le DAX était ici. Et donc une décorrélation d'un point de vue canal de régression. Ça m'avait posé un problème, mais je ne pouvais pas vous proposer autre chose ici qu'un achat quand le marché est venu chercher cette zone. D'accord? Ne serait-ce que par mes règles d'or, qui sont des règles qui m'imposent de prendre les prix et pas les clôtures. Maintenant, si je devais aligner le canal de régression sur ce haut qui est ici, on va voir que on comprend mieux ce qui s'est passé. Eh bien, vous voyez, c'est la clôture qui a fait foi et que cette mèche, le marché n'en a pas tenu compte. Et que donc ici, c'est ce prix qui a trouvé action-réaction sur le bas de ce canal de régression. Et pour le coup, ça c'était la semaine dernière, j'étais en vacances. Et si j'avais vu ça sur les marchés, je n'avais pas mes graphes la semaine dernière, mais si j'avais vu ça, je vous aurais indiqué ici un bon rond vert, ne serait-ce que parce que j'avais vu sur le SP et ce que j'avais pu voir sur le DAX. D'accord? Donc désolé, j'ai pas pu vous montrer cette opportunité, mais vous voyez que par action-réaction, on a toujours des belles opportunités en partant du principe que ces canaux de régression nous apportent donc des lots de contraintes assez fortes donc sur les marchés financiers. Voilà, bon bah écoutez, je vais en rester là. J'ai pas eu le temps de vous montrer l'euro et la livre. C'est pas très grave, de toute façon, sur la livre et sur l'euro, rien ne vaut le coup, rien ne vaut, j'ai envie de dire, aucune raison d'être sur les marchés sur ces deux paires-là. D'accord? Donc je reviendrai en termes, je pense, d'articles d'ici la fin de la semaine pour vous expliquer ce que je vois après donc le référendum, mais pour le moment, trader autre chose. Et je pense que vous vous en porterez mieux. Voilà, bon bah je pense qu'on a fait quand même, on a vu ensemble des choses qui étaient quand même pas mal. Je suis content parce que le marché a bien décalé, donc ça m'a permis de vous expliquer, de revenir sur ce principe d'action-réaction dont vous pouvez en vérifier la pertinence sur chacun de mes articles et sur chacun de mes webinaires. D'accord? Donc, je vous invite à faire de même et éventuellement à m'envoyer des graphes sur Twitter
si vous vous posez des questions sur l'analyse que vous en faites et sur la pertinence que vous pensez en relever. Voilà. Bah, merci Canou pour tes encouragements. Moi je vous souhaite donc écoutez, déjà une bonne fin de journée. Donc prudence, prudence sur ces 2 prochains jours. On se retrouve mercredi prochain 16 h et dès demain pour un prochain article donc sur DailyFX France. Voilà, bah, merci à vous, merci Gilles, 17, et puis il n'y a pas de raison, hein, le partage, vous savez, entre analystes et traders particuliers, on se serre les coudes. On n'est jamais trop bien armé sur les marchés financiers, donc au contraire, si on peut avoir et monter une communauté de traders qui pourrait utiliser les mêmes outils que ceux que je prône et que quelque part je vous propose et que je vous présente sur chacune de mes analyses et chacun de mes webinaires, eh bien j'en serais ravi, d'accord, puisque ça montrerait effectivement que ce que je vous apporte vous est utile au quotidien et c'est mon objectif. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Attention à vous sur ces 2 prochains jours et puis le meilleur dans votre trading et pour le reste. À très vite sur DailyFX France.